jumeaux numériques du fleuve. Par rapport à ce projet, il s'agit de créer des modèles numériques, un certain nombre existent déjà, de disposer d'une grande ressource de calcul, de disposer de nouvelles mesures physiques complémentaires pour réaliser des modélisations qui vont permettre de faire des prévisions, des indicateurs de tendance, et également de se projeter assez loin, jusqu'en 2050, puisque l'Agence de l'eau a déjà établi des scénarios à cette échelle de temps. Donc ces éléments d'entrée, un modèle, des mesures physiques et un certain nombre de calculs vont permettre de déterminer des évolutions du fleuve et de déterminer également un certain nombre d'indicateurs qui vont cibler des métiers, des réponses à des besoins métiers tels qu'ils sont identifiés dans le cadre de ce projet. Il s'agit de la navigation, de la pêche, du dragage et de l'orientation de Garonne 2050. Alors, quelques mots finalement sur l'ambition du port et la motivation. Il s'agit pour nous de fédérer les gestionnaires de l'eau pour préparer la résilience régionale face aux impacts du changement climatique. Et notamment pour respecter, on va dire, des budgets assez serrés, de pouvoir mutualiser l'ensemble des efforts des gestionnaires de l'eau autour de ces outils qui vont s'inscrire sur une certaine durée. On vise donc des opérationnels, mais également des décideurs, puisque l'objectif pour nous, c'est d'avoir un outil qui permette d'avoir des éléments extrêmement concrets et métiers, mais également puisse permettre d'orienter des choix stratégiques pour l'avenir et préparer notamment les impacts du changement climatique. Donc on voit notamment qu'on cible différentes activités, des bureaux d'études, des scientifiques, des décideurs, comme je l'ai dit, et des gens très terrain. Comment est-ce qu'on s'y prend pour la démarche de projet? Donc déjà, on est financé par France Relance. Comme l'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, on a lancé en fin d'année dernière, en début d'année, un hackathon auquel a participé 4 partenaires qui ont été sélectionnés à l'issue d'un marché public qui a été publié donc en fin d'année dernière. Et ces 4 partenaires ont été mis en compétition à travers ce hackathon pour faire un certain nombre de propositions, le tout sous l'égide d'un jury dont je parlerai un petit peu plus tard. Et nous en sommes au stade à sélectionner prochainement, pratiquement fin de semaine, je pense, les 2 finalistes retenus et qui vont ensuite travailler donc, pour réaliser une maquette et des tests. Donc là, nous sommes encore dans une phase de R&D, hein, puisqu'il s'agit d'un marché assez particulier, un partenariat d'innovation, donc qui comporte une phase de R&D puis une phase de développement. Et à l'issue des maquettes et des tests, nous allons retenir le candidat final, nous allons converger vers la solution qui nous semble la plus intéressante, affiner les besoins et contractualiser avec le lauréat retenu les développements qui vont se poursuivre toute cette année jusqu'en fin d'année pour ensuite réceptionner cette solution qui se veut opérationnelle dès 2023. Le jury, donc pour nous, c'était important de fédérer les acteurs de l'eau et nous sommes très contents puisqu'on a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs de l'eau. Donc on va retrouver les établissements publics de gestion de la Garonne, de la Gironde, de la Dordogne, mais également le CHOM, de la Marine, également VNF, avec un certain nombre d'experts. Et donc on voit en bas les 4 candidats qui ont participé à cette phase de hackathon pour commencer à esquisser cette présentation. Et durant cette phase de hackathon qui a duré 3 jours, nous avons notamment alterné donc des phases de travail avec des phases de présentation, de mini-conférences, hein, notamment à travers l'open source, au travers Garonne 2050, donc sur les perspectives d'enjeux climatiques. Et on a notamment également introduit les communs numériques régionaux, puisque on souhaite vraiment que ce projet totalement open source, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas encore précisé,
puissent s'inscrire dans cette démarche. Alors, les résultats attendus. Ce qu'on a demandé aux candidats, c'est d'avoir, c'est un système à double détente, hein. C'est une vision ambitieuse et réaliste à l'horizon 2030, parce qu'on sait que jumeau numérique, on ne va pas le faire en seulement un an. On va réaliser une première partie, mais il y aura de nombreuses choses encore à réaliser ensuite. Donc, on a demandé une feuille de route. Et dans cette feuille de route, on attend des opportunités, des verrous technologiques à lever, des financements à aller chercher, peut-être des campagnes de mesure, un certain nombre de choses. Et ce qu'on leur demande également, c'est au sein de cette vision ambitieuse, quelles sont déjà les premières étapes qu'on peut réaliser de manière parfaitement opérationnelle dès 2022. Et les objectifs pour nous, sur cette partie de périmètre opérationnel, c'est qu'on ait déjà un premier service qui soit opérationnel, bien sûr, ouvert à tous, adossé à d'importantes ressources de calcul, pour commencer déjà à faire un certain nombre de simulations, et un certain nombre de simulations parallèles, donc que les ressources de calcul ne soient pas une limite, de pouvoir simuler donc de nombreux paramètres physiques du fleuve. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur un modèle qui a déjà quelques années derrière lui, qui fait déjà un certain nombre de choses, mais qu'on veut encore améliorer. Donc, par exemple, l'oxygène dissous est un élément important qui n'est pas inclus actuellement dans le modèle et qui va être développé cette année. Et donc, pour pouvoir faire à la fois des analyses par rapport à des bureaux d'études, par exemple, sur l'impact que peut avoir des infrastructures ou l'environnement par rapport aux infrastructures. Par exemple, dans le cas des énergies renouvelables, si on s'intéresse aux gisements de courant pour mettre en place des hydroliennes, finalement d'avoir déjà une cartographie saisonnière des possibilités en fonction des zones, en fonction des variations de coefficients. Donc ça répond à de nombreuses questions, et également donc des prévisions et des indicateurs de tendance. Donc ça, c'est important pour le port, mais finalement pour l'ensemble des acteurs, puisque la problématique du bouchon vaseux et de l'oxygène dissous a de nombreux impacts, pas forcément que sur la navigation, mais également sur la précarité de la vie aquatique. Et enfin, bien sûr, on veut une utilisation facilitée du modèle, c'est-à-dire que ce type de modèle qui habituellement s'utilise en ligne de commande, on veut qu'il soit déjà complètement intégré, qu'on puisse utiliser avec une souris et pas forcément qu'avec un clavier, et également qu'il y ait des restitutions très synthétiques sur ordinateur, sur smartphone, pour donner vraiment un sens opérationnel de restitution, d'alerte. Enfin, on a essayé d'explorer beaucoup de choses autour de ces sujets. Alors, le calendrier, je le passe sommairement, hein. Donc, on avait commencé donc, fin d'année donc, par la publication du marché. Donc là, on voit que, comme je disais, donc, on doit sélectionner les 2 finalistes, et donc les développements sont prévus, que je ne dise pas de bêtises, à partir du mois de mai, sachant que de mars à mai, tout ce temps va être utilisé pour faire une maquette qui va déjà structurer finalement la solution, mettre en place les tableaux de bord que l'on attend, et permettre de toucher du doigt avec les membres du jury les fonctionnalités attendues. Et donc, ça va être vraiment une structure de base qui va permettre de lancer le développement dans la bonne direction. Alors, les bénéfices et les perspectives, on pense que le fait de fédérer ces acteurs autour de ces outils numériques sont une forme de préfiguration de la conférence permanente du fleuve, puisque de nombreux enjeux se situent autour de ce fleuve, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse de transport. Et donc, tous ces acteurs ont un rôle à jouer ensemble, finalement, pour fixer un cap, pour fixer des moyens. Et donc, on pense que le fait de les réunir autour de ces outils, finalement, c'est une première étape de discussion qui, on l'espère, pourra préfigurer de cette gouvernance. Une communauté d'utilisateurs et de contributeurs, c'est quelque chose de très important pour nous. On parlait tout à l'heure de fédérer, on parlait de mutualiser. Et pour nous, ces outils qui sont totalement open source, on attend
non seulement qu'il soit utilisé par un maximum de gestionnaires, d'usagers, mais également qu'on puisse développer des communautés qui vont contribuer à l'enrichissement de ces outils. On utilise un moteur de calcul qui s'appelle OpenTeleMath, qui bénéficie déjà d'une communauté très active, notamment pilotée par EDF, qui permet d'enrichir le code. Il y a des bureaux d'études, il y a des scientifiques qui contribuent à cela. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est à une échelle un peu plus régionale sur ce modèle qui va être complètement intégré, avec un usage facilité, qui est le même type de communauté qui puisse mettre en place pour finalement orienter, enrichir, développer, explorer, notamment, c'est important vis-à-vis des communautés scientifiques. Donc pour ça, on voit qu'il y a une structure d'animation qui va être à créer. C'est un des objectifs d'ailleurs qui est prévu dans le cadre du partenariat d'innovation. C'est un critère de jugement d'ailleurs par rapport aux candidats. C'est un élément important. Et enfin, on espère développer à travers cet outil, on vise à développer à travers cet outil donc un levier économique, notamment pour juger des impacts socio-économiques qu'il peut y avoir autour du fleuve, autour des impacts de changement climatique, autour, pourquoi pas, des aspects énergétiques, et également, du coup, apporter une richesse des informations complémentaires au niveau régional. Et bien sûr, le port attend des opportunités pour sa part de relance fluviale. Je crois que je suis à la dernière diapositive. Voilà, donc j'étais peut-être un petit peu plus rapide. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Y a-t-il des questions? Antoine, Arnaud? Oui, si je peux me permettre. Merci pour cette présentation. Une première question qui me vient, vous avez beaucoup parlé du coup d'open source. Je n'ai pas entendu le terme de commun numérique, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête également ou si ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et quelle différence vous faisiez? J'en ai parlé très rapidement au début. Effectivement, lors du hackathon, on a présenté effectivement la démarche des communs numériques, démarche régionale. Et donc pour nous, il nous semble important de pouvoir s'inscrire dans cette démarche parce que la vocation de cet outil, c'est d'être utilisé le plus largement possible. Donc c'est tout à fait cohérent, on soutient parfaitement cette démarche. Et puis en même temps, on pense que le développement d'une communauté d'utilisateurs sera facilité également à travers cette démarche. Donc c'est effectivement un objectif, c'est effectivement important pour nous. Oui, en complément, Antoine, il y a un projet autour des communs numériques en Nouvelle-Aquitaine qui est en train de démarrer et dans lequel effectivement les jumeaux numériques du fleuve vont s'inscrire totalement. Merci. Pardon, j'enchaîne, j'ai une autre question. Concernant les données, puisque du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de données qui vont alimenter les modèles physiques. Est-ce que ces données aujourd'hui sont disponibles en open data ou est-ce qu'elles le seront du coup à l'issue du travail sur les jumeaux? Alors, la question des données est une très bonne question parce qu'il y a déjà eu des initiatives de Bordeaux Métropole finalement pour commencer à recenser la cartographie des modèles, de la cartographie des données. Et on a vu qu'il y avait de très nombreux contributeurs de données, notamment tous les établissements publics de gestion de bassins versants, mais également des laboratoires, également des structures comme le port. Et la question, effectivement, s'est posée de centraliser ces données. Le SMIDEST, donc, qui est en charge la gestion de l'eau au niveau de la Gironde, s'est positionné finalement comme étant un leader pour essayer de structurer une base qui a vocation à concentrer l'ensemble des données. Donc le SMIDEST faisant partie du jury, on en a parlé, et donc nous on a dit, on n'a pas vocation, le modèle n'a pas forcément vocation à centraliser l'ensemble des données, mais a plutôt vocation à être très ouvert pour utiliser tout type de données là où elles se trouvent.
On pourrait en intégrer davantage dans le modèle, puisque de toute façon, le port dispose déjà d'un certain nombre de données en termes de bathymétrie, en termes de relevé de hauteur d'eau avec notre réseau marégraphique. On a également un certain nombre de capteurs, on a également fait des campagnes de mesure, donc on a déjà pas mal de données. Donc nous, on va de toute façon l'intégrer dans le modèle. Mais l'objectif, c'est que tout ne soit pas nécessairement dans le modèle, parce qu'on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'établissements qui sont un petit peu réticents à fournir des données comme ça sans trop savoir à quoi elles vont servir. Donc on pense que c'est peut-être une deuxième marche qui viendra plus tard lorsqu'on aura déjà initié l'outil et qu'on aura pu commencer à l'exploiter pour faire des modélisations. Et à ce moment-là, peut-être que les gens toucheront un peu plus du doigt l'intérêt de mutualiser la donnée. Et donc pour résumer, finalement, tout le monde aujourd'hui n'est pas, tous les acteurs, les producteurs de données ne sont pas tous extrêmement favorables pour l'instant. Donc il y a encore un petit peu de dialogue, il faut encore convaincre les gens. Et le SMIDEST, lui, s'est lancé dans la conception d'un système qui puisse centraliser les données à venir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Arnaud, tu peux prendre la parole si tu veux. Je vois qu'il y a une main levée de Victoria Bellido. Et Victoria, alors Victoria, tu as sélectionné le casque, donc tu peux pas parler. Au début de la conférence, il faudrait que tu écrives ta question. Arnaud, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ouais, très bien, merci pour la présentation, c'est très intéressant. On aime bien tous ces sujets de simulation, modélisation physique en surface. Voilà, juste pour information, on va commencer à construire aussi un certain nombre de logiciels open source pour partager les jumeaux numériques et les visualiser en 2D et en 3D. Donc, voilà, ça peut être des outils qui pourraient peut-être vous servir lors de votre communication lorsque le modèle sera là et on pourra faire peut-être des choses avec tout ça. Et voilà. Si un jour vous avez des questions sur juste voir comment peut-être commencer à intégrer la composante sous-sol lors des écoulements, lors de tout ce qui peut se passer au niveau du fleuve ou de ses affluences, des discussions qu'on pourrait avoir aussi. Voilà. Mais sinon, je trouve que c'est un très beau projet en tout cas. En plus, que c'est open source, c'est vraiment très intéressant. Merci Arnaud. Je pense qu'à un moment donné, on fera en sorte que vous vous parliez tous les deux. Parce que je pense qu'il y a des choses à croiser effectivement sur le projet, et notamment par rapport à ce que vous faites chez Geode Solutions. Victoria, question, s'agissant de la structure d'animation, avez-vous une idée du type de structure et de son pilotage? On a une vague idée, c'est encore des sujets de discussion, donc on a demandé aux candidats de faire des propositions, puisque ces candidats finalement vont être contributeurs d'une solution qu'on va leur acheter, qui sera open source, mais donc ils pourront en tirer les fruits, donc ils peuvent également faire un certain nombre de propositions. On était focalisé jusqu'à présent sur le hackathon, donc on ne s'est pas trop encore penché dessus. Il y a des discussions également donc, avec Jean-Christophe, et puis on commence finalement à regarder maintenant un petit peu plus près comment on peut organiser effectivement cette structure d'animation. Dans le cadre des développements qui vont être prochainement débutés, on demande aux candidats de commencer à faire cette forme de promotion pour commencer à enrichir le code, mais la question va se poser effectivement en fin d'année. Et il y a plusieurs possibilités. Hein. On peut également imaginer, on pense notamment à, pourquoi pas, une association avec les partenaires, les membres du jury, qui finalement vont pouvoir mutualiser une petite structure qui permettra d'animer. Mais en tout cas, je pense qu'il
il faudra qu'on puisse rediscuter encore avec d'autres partenaires qui seront plus expérimentés que nous pour réaliser cette animation et songer à quel type de structure on peut envisager. Donc ça fait partie des réflexions là, sur lesquelles on doit plancher prochainement. Je crois d'ailleurs, alors Antoine, je crois que tu viens de la Fondation Université de Bordeaux, si je dis pas de bêtises à l'origine. J'ai quitté l'université il y a 1 an et demi. Je travaille aujourd'hui chez Data Activist, qui est une société coopérative qui accompagne les acteurs publics vers l'open data. Oui, tout à fait, mais avant tu étais à la Fondation, c'est ça, hein? J'étais à l'université, non, j'étais à l'université. À l'université, d'accord. Donc la Fondation UB a fait un gros travail sur la gouvernance de ce genre de projet. C'est un travail qui sera amené à présenter dans le cadre de Comena. Donc il y aura certainement là aussi des échanges à croiser avec Catel Bousquet. Autre question d'Antoine. Dans le partenariat d'innovation, les candidats malheureux sont en principe dédommagés. Est-ce que ça sera le cas? Oui, c'est bien le cas. De toute façon, c'est marqué dans le règlement de consultation du marché. Hein, donc, donc on met quand même près d'1 million, hein, nous, sur la table par rapport à ce projet. Les informations que je vais vous donner sont publiques. Hein. Il y a les 4 candidats sont rétribués à hauteur de 15 000 € donc, pour ces 3 jours de travail. Et ensuite, il y a un plafond à 100 000 € qui est fixé pour les maximum 2 candidats pour réaliser la partie maquette et test. Et ensuite, le reste sera employé pour développer la solution par le candidat lauréat. Ok, merci. Autre question. Victoria, êtes-vous en contact avec le GIP ATGRI et l'outil Pigma? Envisagez-vous de les associer à votre travail? Alors, on a des échanges. Le port a des échanges à plusieurs niveaux, effectivement. GIP ATGRI, l'outil Pigma, on le connaît. On n'a pas prévu de les associer à ce stade au projet, sachant que de toute façon, dans le projet, on a prévu des API, des passerelles qui vont permettre d'échanger des données. On ne veut pas créer un système silo, on veut vraiment qu'il soit complètement transversal. Donc ça, c'est des pistes qui pourront être développées ultérieurement. De même que l'utilisation des résultats de simulation, on sait que les risques d'inondation, par exemple, peuvent être simulés plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance, et que les sorties du modèle pourraient être réutilisées par un outil de gestion de la circulation, notamment pour prévoir les zones qui seront, les routes qui seront finalement inonder quelques heures à l'avance et prévenir les citoyens. Il y a également des outils comme Waze, par exemple, liés à la circulation. On a déjà eu des échanges avec eux où c'est des possibilités. Donc, on a de nombreuses pistes à explorer. Mais pour l'instant, on essaie de se concentrer véritablement sur la première brique de l'outil. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions? Jean-Paul? Non, c'était bon. Moi, je voulais revenir quand même sur la structure d'animation. Effectivement, on attend quand même des opportunités à travers Comena, à travers les discussions qu'on pourra avoir pour finalement avoir l'éclairage qui va permettre de phosphorer et de trouver la solution la plus adaptée. Alors, on a effectivement sur Comena un groupe de travail autour de ces enjeux-là, stratégie, gouvernance. Et au vu de ce que tu me dis, je pense que tu vas intégrer ce groupe de travail, va bientôt démarrer. Au vu de ce que tu me dis, je pense que tu vas intégrer ce groupe de travail-là en particulier. Très très bonne nouvelle. A priori. Comme je disais tout à l'heure, pour nous c'est très important parce que on voit que les contributeurs sont assez importants et donc il faut qu'on trouve le moyen véritablement d'animer cette communauté pour expliquer la démarche, pour séduire un certain nombre d'usagers à utiliser l'outil et surtout permettre un enrichissement progressif
qui sera beaucoup, beaucoup plus efficace que finalement d'attendre des opportunités de financement de part et d'autre. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'accélérer la maturité et la réalisation de la feuille de route que nous avons déjà dans le cadre du partenariat d'innovation, en s'appuyant sur cette communauté et pour trouver pour ça la bonne animation. Ok, parfait. Y a-t-il d'autres questions? Ah, Victoria, peut-être. C'est pas bien de dénoncer ses collègues, Jean-Paul. En général, Nathalie a toujours de très bonnes questions, mais bon, pas aujourd'hui. Écoute, là. Il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Moi, je voudrais revenir. Est-ce que tu peux nous... Ah, il y a une question intéressante qui arrive. Juste avant la question de Nathalie, on n'est pas rentré en détail sur ce sujet-là. Tu peux nous expliquer en quoi, notamment au travers de l'étude Garonne 2050, il y a des risques forts sur le fleuve? Oui, on s'appuie donc sur les travaux de l'Agence de l'eau. Donc il suffit de taper sur Internet, on peut retrouver ces travaux. Hein. Ils expliquent, je crois, on tape oui, Garonne 2050, on doit avoir un certain nombre d'éléments. Il y a des petites vidéos très pédagogiques qui sont très bien faites, qui expliquent les orientations, tout ce qui peut se passer tout ce qui va se passer en 2050. Ils ont 3 scénarios, hein, donc un médian, un optimiste, un pessimiste, mais tous finalement vont dans le sens d'une, comment dire, raréfaction de l'eau et d'une diminution des étiages, c'est-à-dire les niveaux d'eau les plus bas, l'été. Donc pour résumer, l'été, il va y avoir moins d'eau, et l'hiver, il va y avoir peut-être un peu trop d'eau avec des crues. Au lieu finalement que l'eau s'écoule doucement, il va y avoir des zones avec des risques de submersion. Et donc l'effet qu'on va trouver pour la navigation, finalement, ça va être un niveau d'eau moindre l'été. Donc dans la partie estuarienne, on va profiter du niveau de la mer, qui lui va avoir tendance à augmenter légèrement, mais qui sera contrebalancé par l'intensification du bouchon vaseux. Donc tout ça, c'est Garonne 2050 qui dresse ce portrait. Et par contre, sur la partie fluviale, on s'attend à ce qu'il y ait un peu moins d'eau. Donc ce qui peut être intéressant à travers le modèle, c'est de quantifier, d'essayer d'avoir une base de connaissances et des échelles de temps, et de regarder comment on peut s'adapter. On est vraiment dans la préparation de la résilience régionale. Une manière de s'y adapter, ça peut être effectivement de réaliser des opérations de dragage, ce qui n'est pas forcément l'idéal et ce qui est assez coûteux, ou bien finalement de concevoir finalement des navires avec des tirants d'eau un peu plus faibles, hein, de navires peut-être un petit peu plus larges, mais en tout cas moins profonds. Donc ce qui compte, c'est finalement de s'intéresser à ces phénomènes pour imaginer comment on peut mieux s'y préparer. D'accord, merci. Il y a une première question de Nathalie qui se demandait juste en quoi le projet relancerait l'activité fluviale. Est-ce que le projet pourrait éventuellement relancer l'activité fluviale? Alors, disons que ce n'est pas nécessairement ce projet qui va relancer l'activité fluviale, parce que le port travaille à relancer l'activité fluviale. D'ailleurs, le port n'est pas le seul acteur à aller dans ce sens. Il y a des activités notamment autour de Marmande, notamment, il y a des industriels qui sont en demande de transport doux pour converger vers Bordeaux. Et l'outil, lui, va permettre de mieux connaître les conditions d'évolution de la rivière et notamment des canaux, et également de prévoir l'impact qu'il peut y avoir des modifications liées aux infrastructures sur les conditions de navigation. Donc on peut imaginer que finalement, si le niveau d'eau est un peu moindre,
peut-être que dans les canaux, on peut ajuster certaines structures, certaines infrastructures, donc je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, le modèle permet de changer un certain nombre d'hypothèses d'entrée pour simuler ce qui peut se passer en sortie, c'est-à-dire les conditions de navigation. Ok, merci. Antoine dit que c'était judicieux de combiner hackathon et partenariat d'innovation. Et Nathalie demande jusqu'où va la zone d'études au-delà de Bordeaux et dans le très célèbre village de Castet en Dorte. Oui, puisque le périmètre finalement des jumeaux numériques est le périmètre d'influence de la marée. Ça veut dire que sur la partie Garonne, on va remonter jusqu'à la Réole et sur la partie Dordogne jusqu'à Pessac en Dordogne. Donc on a un périmètre vraiment très large. Et j'ai tendance à dire que le périmètre n'est absolument pas limitatif parce que c'est ni plus ni moins qu'un maillage qui est intégré dans un modèle numérique. Donc on pourrait très bien imaginer dans une étape ultérieure, de compléter ce maillage pour intégrer des zones qu'on n'a pas initialement prévues. Une dimension également importante de ce modèle, qui est intégrée d'ailleurs dans les critères du partenariat d'innovation, c'est de faciliter sa réplicabilité. L'objectif pour nous, c'est de dire tous les travaux qui vont être réalisés, il y a effectivement une partie qui est sur mesure par rapport à la Gironde, mais on va dire l'outil de calcul, les tableaux de bord qui vont être créés, ainsi que la plateforme de ressources de calcul qui va permettre de manipuler l'outil. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être facilement répliquées dans d'autres rivières, d'autres fleuves, d'autres estuaires. Voilà, moi effectivement j'avais cette question-là. Aujourd'hui, si on transpose tout le travail qui est en train d'être fait sur la Garonne, on peut assez facilement intervenir sur la Seine, la Loire, le Rhône. Alors, effectivement, il y a une grande partie de ces travaux qui sont pratiquement réutilisables, hein, comme en plus on est en open source, donc on va dire on est dans une forme de clonage de ces composants. Il y a cependant quand même une partie à prendre en compte, c'est le maillage de la rivière ainsi que les paramètres de frottement, les paramètres physico-chimiques qui dépendent de chaque fleuve. Donc, c'est-à-dire que ces paramètres-là, finalement, nécessitent d'être connus et d'être modifiés, d'implémenter au niveau du modèle pour vérifier que son calage est au plus juste. Mais on va dire que la grande majorité du travail, à savoir le développement des ressources de calcul, des tableaux de bord, enfin, de l'ensemble de la structure, elle serait réutilisable en l'état. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Bon, écoutez, a priori, on a fait le tour. Toi, Jean-Christophe, tu as mis des liens, quoi. C'est les liens de Garonne 2050, peut-être que tu... Voilà, ça, oui, je vous ai mis 3 liens YouTube qui sont les 3 petites vidéos Garonne 2050 et qui sont très intéressantes à regarder. Ouais, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que ça permet de... Déjà, enfin, moi, j'ai découvert... alors, ça fait un moment qu'on a vu ces vidéos et ça nourrit d'ailleurs, ça a orienté un petit peu finalement ce partenariat d'innovation. Mais on découvre notamment qu'il y a des travaux importants qui sont faits en amont et notamment avec les barrages EDF pour pouvoir soutenir les débits des cours d'eau, notamment l'été, notamment pour favoriser la vie aquatique, notamment par rapport aux cultivateurs. Et on voit qu'il y a déjà un phénomène assez complexe qui est mis en place, qui est géré par l'Agence de l'eau, qui finalement fait déjà une forme de résilience face au changement climatique depuis quelques années, sans que nécessairement tout le monde en ait conscience. Et ces vidéos présentent finalement la dégradation de cette situation d'ici 2050. Donc c'est vraiment très instructif de regarder ce qui se passe à travers ces vidéos, et notamment sur les aspects, les impacts liés aux bouchons vaseux sur la vie aquatique. Nathalie demande si les pilotes font partie des partenaires. Alors, les pilotes de Gironde font partie des experts.
Alors, je peux peut-être revenir sur ma diapositive. Je suis passé peut-être un peu vite, mais on le voit ici. J'étais là. Voilà. Donc là, on a donc le SMIDEST, donc, qui s'occupe de la Gironde, l'Agence de l'eau, Epidor, Schons, Méag. Donc tout ça, ce sont les membres du jury. Et parmi les experts, on trouve ici le pilotage de la Gironde, EPOC, qui est l'Université de Bordeaux, le CEREMA, ainsi que l'Office français de la biodiversité. Donc, ils sont associés, comme je disais, sous forme d'experts pour nous éclairer, enfin surtout pour éclairer le jury sur des aspects très, très pointus. D'accord. Alors, il y a un petit film de 2 minutes qui raconte le hackathon qui a été réalisé. Lola, si tu peux nous mettre le lien, et éventuellement. Tout de suite, oui. Oui, donc là, je vois la question du simulateur pour l'ouverture du pont Chabandelmas. Effectivement, alors il n'y a pas de lien entre les systèmes, mais effectivement, ils sont très, très numériques déjà dans leur approche métier. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on travaille, on a essayé, on le voit à travers cette diapositive, de fédérer vraiment au maximum tous les gens qui peuvent contribuer, apporter quelque chose par rapport au projet. Je pense modestement qu'on a réussi quand même à faire quelque chose de bien et c'est difficile pour nous, à ce stade-là en tout cas, d'aller beaucoup plus loin. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de commencer à construire des choses avec les acteurs qui sont présents au niveau du jury et d'imaginer ensuite de développer les usages et de faire des nouveaux liens un peu plus larges encore. Alors, sans trahir de secret à ce stade, dans les présentations qui ont pu être faites par les différents mandataires des groupements candidats, on a vu des choses extrêmement intéressantes et des choses qui allaient jusqu'aux, je dirais, aux utilisateurs, aux riverains, aux habitants de l'estuaire. Ouais, non, c'est vraiment chouette, clairement. Tout à fait, et on voit, on a voulu nous donner une dimension, aller au-delà de la dimension du numérique. Notamment, on a parlé d'aspects socio-économiques, on a parlé effectivement de retour d'informations par rapport aux citoyens, et il y a certaines idées très intéressantes qui sont venues, comme par exemple de donner un statut statut juridique au fleuve. Donc ça, c'est des choses qui se font dans certains pays. Je crois que c'est en Amazonie, et puis il y a également au Canada où ils ont commencé finalement, des juristes ont planché sur ce sujet. Il y a déjà un premier fleuve, il y a une étude, je crois, sur le Saint-Laurent, notamment pour donner des droits au fleuve. Et donc on voit cette idée, elle va bien au-delà de ce qu'on imaginait au début, mais en tout cas, elle va dans le sens de fédérer des acteurs autour d'outils qui vont permettre de l'aide à la décision. Et des idées comme celle-ci font partie finalement des choses très intéressantes qui nécessiteront, si on va aller plus loin, de toute façon, de réunir l'ensemble des acteurs autour de ces sujets. Moi, je rajoute la Nouvelle-Zélande aussi à ce que tu viens de dire. Je sais qu'il y en a quelques-uns, oui. Et Nathalie dit c'est un projet intéressant à présenter à l'association Ville et Port. Oui. Donc là, on parle, c'est l'IVP. Oui, on est au début de l'aventure, donc effectivement, il y a plein de perspectives et de pistes. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? On arrive à la fin. On avait prévu 3 quarts d'heure. Peut-être une question pour clore ce premier webinaire. Et Jean-Paul, t'as pas posé de question. Si tu veux clore le...
Non, mais je vous remercie en fait pour ce premier webinaire. Et en effet, ce que je disais dans le chat, c'est que combiner hackathon et marché d'innovation, ben, c'est un beau challenge. Voilà, et voilà, bon, le but c'est d'augmenter la connaissance, tout ça, et ça fait partie de la démarche comme un numérique, comme ENA, et donc ça c'est très bien. Voilà ce que j'ai à dire. Effectivement, merci Jean-Paul. Le Grand Port de Bordeaux est un des acteurs de Comena, et les 3 premiers communs en Nouvelle-Aquitaine identifiés à ce stade, dans les 3 premiers communs, les jumeaux numériques du fleuve en font partie. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci Fabrice pour ton intervention. Avec plaisir. C'est un projet au long cours donc qui va continuer dans les semaines et les mois qui viennent. Et on ne manquera pas d'échanger et de vous tenir informés de la suite des événements. Parfait. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ton invitation et puis merci à toutes et à tous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci Nathalie pour tes questions. Allez, à très bientôt. Ah, attendez, oui, je pourrais vous donner j'ai oublié de vous donner le programme du prochain webinaire dans 3 semaines. On va parler notamment de maintenance technique des logiciels libres, comment on fait évoluer des logiciels et comment on réagit à des failles qui sont connues dans des logiciels. Donc, on travaillera autour des aspects techniques. Voilà. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.